Tech & Co. Le débrief de la tech. Avec ce soir à 21h, Fanny Bouton, consultante tech, Taï Chris, fondateur de On-Off Télécom. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être là, bienvenue Fanny et Taïg. Oui, l'actu assez riche encore ce soir. Black Friday, stop ou encore, on vous réinterrogera là-dessus. La Tesla, avec ses précommandes assez hallucinantes pour le Cybertruck, donc le pick-up de notre ami Elon Musk, qui a fait le buzz aussi avec Ford il y a 24 heures, qui aussi communique à sa manière, toujours. On lui fait aussi une pub gratuite, il se sent très bien. Je crois qu'il n'y a pas une semaine, voire pas un jour, certaines semaines, où on ne parle pas donc de Tesla et d'Elon Musk. D'abord peut-être Ron Lindy, c'était notre event ce soir, notre événement. Donc Ron Lindy qui décidait de prendre la parole, première peut-être derrière interview, donc post-rachat par Sonos, donc Snips racheté par Sonos. Donc Snip, c'est toujours l'intelligence artificielle et surtout un assistant virtuel qui n'avait pas vraiment trouvé son marché, mais qui visiblement a tapé dans l'œil de Sonos, vous savez, l'équipement audio de la maison, un peu plus accessible, on va dire, qu'un Devialet qu'on connaît donc en France, des enceintes, tout ce qui est équipement autour de la musique, de l'audio. Sonos donc les a rachetés la semaine dernière pour pas loin de 40 millions de dollars. Écoutons donc Ron Lindy qui était tout à l'heure avec nous à 20h, puis je vous fais réagir juste après. Il faut comprendre un petit peu quel est l'objectif principal de monter une start-up. Est-ce que c'est faire de l'argent, faire un gros coup et puis partir à la retraite, ou est-ce que c'est finalement avoir un impact ? Pour nous, depuis le début, ce qu'on a toujours voulu, c'était apporter une alternative qui garantisse la vie privée à ce que les assistants des géants américains étaient capables de faire. Sauf qu'on avait un problème de distribution. Pour être dans des millions et des millions et des millions d'objets, il fallait qu'on vende à des sociétés qui allaient l'embarquer dans des millions et des millions d'objets. Et finalement, Sonos est arrivé. Des aspirateurs, des robots cuiseurs, c'est ce qu'on veut. Exactement. Sonos est arrivé, nous a proposé un deal qui à la fois nous enlevait la pression financière tout en nous donnant de la distribution instantanée. Pour nous, en fait, c'était une façon beaucoup plus rapide d'avoir de l'impact à très grande échelle que ce qu'on aurait été capable de faire en étant en France. Voilà, Ron Lindy, donc sur BFM Business, on vous rediffusera l'interview tout à l'heure, après le journal de 21h30. Bon, Fanny, toi, qu'est-ce que tu penses de cette sortie-là, exit, comme on dit donc, C'est un bon deal, c'était le bon moment, je pense, parce que c'est vrai qu'ils étaient un petit peu embourbés, ils ont quand même souvent pivoté. C'est une techno qui est particulière, parce qu'en effet, alors, c'est ce qui va être intéressant pour Sonos, c'est d'avoir une IA, mais qui n'est pas dans le cloud, qui n'écoute pas, elle va être à l'intérieur de l'enceinte et surtout elle va être pas chère à produire. En fait ça tourne sur un Raspberry Pi quasiment, ce type d'IA, donc c'est vraiment très peu coûteux à installer dans les enceintes, donc ça c'est un bon coup pour Sonos. Et eux, c'était le moment, en effet, comme il dit, il fallait pouvoir s'élargir dans plein d'objets et ils n'arrivaient pas à créer une plateforme qui pouvait concurrencer un Amazon Echo ou un Google Assistant. Donc, il y avait des milliers de développeurs qui bossaient dessus, mais effectivement souvent l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que Google, Alexa, etc. se sont popularisés parce qu'il y avait du hard derrière. Alors ils ont réussi à faire leur propre produit, mais en plus de créer des écosystèmes avec des marques concurrentes et de s'installer dedans et de vendre leur licence, parce que les gens, au bout d'un moment, quand ils ont commencé à en installer le petit à 30 €, ils veulent le plus gros et puis ils en veulent encore un plus gros. Oui, et puis comme tu dis, les Samsung, Dyson, etc. ont embarqué aussi ce type de gros assistants américains. Exactement. Et à côté de ça, Sonos, c'est plutôt bien vendu. C'est un très bon produit. L'avantage d'avoir des Sonos, c'est qu'on n'a pas envie d'en changer tous les 4 matins. C'est assez cher pour qu'on n'ait pas envie d'en changer tout le temps, et c'est qualitatif. C'est fiable, c'est un beau design, pour le un prix. Beau son, voilà, exactement, c'est un très beau son, c'est très pratique. C'était quand même les premières enceintes en vrai multi-rooming qu'on peut piloter de son smartphone, n'importe qui rentre et envoie sa musique dedans. Ça cartonne depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà. Et le défaut que ça avait, et ça faisait un moment qu'il a annoncé, qu'il disait on va vous mettre les assistants, vous pourrez piloter aussi vos ampoules, vous pourrez aussi communiquer avec. Et c'est vrai que normalement c'était juste une mise à jour à faire. Alors il manquait quand même le micro pour écouter aussi au départ, puisqu'il faut un micro et ils n'étaient pas dans les premiers modèles. Ils ont commencé à les sortir, mais ça a mis beaucoup plus de temps que ce qui avait été dit. Et il y avait une espèce de déception, donc du coup les clients quand même partaient vers d'autres plateformes. Donc là ils vont pouvoir offrir ça, et en disant regardez, en plus nous on vous écoute pas tout le temps, parce que nous l'IA elle est embarquée, elle est à l'intérieur, elle va pas tout ce qui va être dit reste dans nos serveurs, quoi. Exactement. Ouais.
Donc Non, c'est vrai qu'en tout cas, la sécurité, en tout cas là-dessus. Comme Ronin dit, tu aurais vendu aux Américains. Je pense, parce que ça fait déjà 7 ans qu'ils sont sur cette boîte. Ce qui est marrant, c'est que Randy, c'est justement un de mes potes, de groupe de potes, donc je le vois tout le temps, et donc il me parle de sa boîte, etc. Alors je savais même pas qu'il allait vendre, et je l'ai appris dans la presse, parce qu'évidemment il a gardé secret. Mais non, je pense qu'il a fait vraiment le bon choix, parce que tant qu'on ne trouve pas un business model, je crois qu'il avait 70 personnes au bureau, donc ça brûle du cash. Ils avaient levé 15 millions, et donc il y a un moment, les investisseurs, ils nous mettent la pression, il faut une exit, et je crois que c'est une des 10 boîtes françaises de cette année qui a été rachetée par une boîte US. Donc ça c'est vraiment ça reste rarissime, hein. Des boîtes américaines qui achètent des startups françaises. C'est des tickets, mais qui les rachètent, ça reste très très rare. Ce qui est dommage, c'est que ce soit encore une fois pas une grosse boîte française. Voilà, c'est que c'est encore un gros exit à l'étranger. C'est-à-dire que sur l'IA, maintenant sur l'IA, qu'est-ce qu'on a comme choix? C'est ça, c'est qu'on essaye de faire des plans et de dire oui, l'IA, on peut rattraper le train en France, etc. Mais nos petits bijoux, mine de rien, on les laisse filer à chaque fois parce qu'on n'investit pas nous-mêmes dedans assez. Tu aurais préféré que ce soit Orange, je sais pas, qui les rachète? Orange ou je sais pas, le ministère des Armées. Il y a plein de choses à faire avec des IA, mais bon, il faut avoir le cash au bon moment, il faut savoir investir au bon moment. Et puis c'est des montants, c'est difficile d'arriver avec 34 millions d'euros sur la table et de dire je vous rachète. On n'a pas forcément ces montants-là en France. En tout cas, un message quand même que ça donne à beaucoup d'entrepreneurs, c'est que même si on ne trouve pas tout de suite un business model où on est rentable, à partir du moment où on construit une technologie qui est en avance sur le marché, il y aura normalement, si on tient suffisamment longtemps pour prouver qu'on est en avance, qu'on a une vraie techno, une vraie équipe, il y aura quelqu'un sur le marché qui nous rachètera. Voilà, donc ça, c'est quand même encourageant pour les entrepreneurs qui veulent créer de la valeur. Et les entreprises françaises, on est encore très demandé. On nous regarde beaucoup. La France crée vraiment des belles opportunités et on est très très regardé et demandé dans le monde entier. Justement, là, tu nous fais une belle transition parce que tu as pas mal voyagé ces temps-ci, Fanny. Oui. L'Asie notamment, le Proche-Moyen-Orient. Comment ils nous perçoivent? Comment la French Tech est perçue déjà? À quel événement tu as participé? Dans quel pays? Alors, j'ai eu plusieurs occasions et je suis partie entre autres avec Huawei sur le Digital Impulse. Donc ça, c'est une belle marque chinoise. Elle fait un concours en France avec des centaines de startups dans toute la France. Elle sélectionne les 10 meilleurs et elle les emmène en Chine et à Hong Kong. Et elle leur fait faire le tour de tous les bureaux gouvernementaux, de tous l'équivalent de la station F, et puis ça s'appelle le Galaxy Lab, et puis rencontrer vraiment toutes les personnes qui vont leur faciliter. Et en une semaine, ils ont fait quelque chose qui normalement il faut au moins 2 ans pour rencontrer toutes ces personnes-là et aller s'implanter en Chine. Donc déjà il y a ça. Moi ils m'ont fait visiter aussi les centres de R&D de Huawei, et ils me disent si tu as des startups qui veulent venir, envoie-les nous sur telle thématique, nous on prend, on est hyper intéressé. Et la France fait rêver. Et il n'y a pas que ces pays-là. L'Arabie Saoudite, c'est pareil. Donc là, il y avait le MISC. C'est un gros événement qui a lieu tous les ans depuis 4 ans, qui est beaucoup autour de la jeunesse. L'Arabie Saoudite, c'est 70% de moins de 35 ans. Donc c'est un pays qui est en pleine transformation, qui est très compliqué politiquement à l'international, mais qui est en train de faire une vraie révolution et par la tech aussi. Et donc là, c'est pareil. Il y avait un concours avec plus de 100 000 startups internationales qui ont postulé. Les 100 gagnants ont été invités en Arabie Saoudite à Riyad pour la finale pendant le MISC. Et c'est pareil, le gagnant, il a gagné un ticket de $500 000, plus tous les 100 startups qui ont été invitées ont eu un ticket d'accès simplifié pour pouvoir aller s'implanter en Arabie Saoudite et travailler avec le pays. Et ils nous ont fait visiter, pareil, donc Sagia, qui est le bureau d'Arabie Saoudite pour l'investissement, et ils nous disent on est prêt à investir dans des sociétés européennes et vice-versa. Si vous avez des sociétés françaises qui sont intéressées, venez. Et à la perception donc de développeurs, ingénieurs, chercheurs exactement. Dans ce pays-là, quelle est-elle? Le truc, c'est que la France, on est un pays avec une culture
très particulière. La French Touch, c'est pas que dans l'art, c'est dans la nourriture, mais c'est aussi dans la tech. On a nos startups, on le montre tous les ans au CES avec plus de 300 à 400 startups. On le montre aussi avec tout ce qu'on arrive à créer. Et puis aussi la formation de nos chercheurs. On vient de plus en plus les débaucher et on sent qu'on reste au centre du monde quand même, à être regardé, scruté et à venir à dire... Venez chez nous, nous on a les moyens, on a envie de la France et on a envie du savoir des Français et de leur créativité. Et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience. Je l'ai vu là aussi avec la Corée il y a 2 jours à la station F, donc Naver qui a créé Line entre autres sur sa filiale japonaise, mais qui s'est implanté, qui a racheté tout un labo du côté de Grenoble, mais qui a installé un incubateur à la station F. Et eux ils disent, nous on n'est pas des gros Chinois, on est juste la petite Corée et on est un petit pays comme vous, mais faut qu'on s'associe parce que ce serait cool et on serait plus fort face à la Chine ou face aux Américains. Mais tous, ils veulent bosser avec la France. Donc ça, c'est un truc, c'est cocorico. Mais comment on fait du coup pour garder nos startups et comment on fait pour garder aussi nos chercheurs, nos savoirs, etc. Moi, j'ai un peu peur de cette fuite des cerveaux, mais en même temps, c'est passionnant de se dire que on est scruté du monde entier et qu'on est envié du monde entier pour ce qu'on est capable de faire. C'est vrai, toi qui vis à l'étranger, dans les pays baltes. En fait, c'est ce qui se passe, c'est que bien sûr, je suis extrêmement fier, on est tous extrêmement fiers d'être français, et on voit, c'est clair que la France crée des succès, des cerveaux incroyables, mais par contre, j'ai pas envie que cette mentalité devienne un peu trop consanguin en quelque sorte, et qu'on se dise, c'est super, etc. Il faut aussi attirer des talents de l'étranger. Surtout penser international. Moi, je vis en Estonie maintenant depuis toutes ces années, puisque ma boîte est là-bas. Toutes les boîtes estoniennes, vu que le marché estonien il est minuscule, ils ne pensent qu'une chose, c'est totalement international. Et pour un pays qui a 1 million, je crois, 3 d'habitants, ils ont déjà 4 licornes. Alors que la France, vous voyez combien on a de licornes, à peu près pareil. À peine plus. À peine plus, alors qu'on a beaucoup plus d'habitants. Donc ça vient, cette mentalité d'être fier d'être français, c'est important. C'est 4 arrondissements parisiens, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est important d'avoir ça. Mais d'où grossir et à s'ouvrir. C'est là où c'est intéressant. Beaucoup plus international. Il faut conquérir le monde. C'est le talon d'Achille de la France. Tout à fait, mais c'est le talon d'Achille. C'est un gros marché domestique. On a les savoirs, on a les chercheurs, on a les gens qui savent coder. On s'est formé les codeurs, on s'est formé les chercheurs, on a la créativité. Par contre, dès qu'il est question de créer sa start-up, de scaler et de penser à l'international, c'est pareil, on est souvent un peu limité dans les projets et on ne vise pas assez large et gros. Et pas que on pense trop petit. Voilà. Et c'est pas que les entrepreneurs, c'est aussi, désolé de te couper, mais c'est également les investisseurs, c'est tout le marché. On dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à Steve, il faut avoir une vision à 10 ans. Voilà, ils disent, non mais restez d'abord en France, prouvez les choses ici. Non, ça c'est pas. Il faut plus. C'est plus ce qui se dit en tout cas à la station F et dans les incubateurs, c'est pas ce qui est dit. Par contre, c'est vrai on sent qu'il y a un manque de prise de risque, mais parce que les investisseurs français ne suivent pas. Voilà, exactement. C'est pas ce qu'ils disent. Sauf que quand il faut faire le chèque, là, ils disent attention. Sois bon déjà chez toi, et on se rappelle après. Non, en fait, faudrait penser tout de suite international, mais il faudrait que ce soit nos investisseurs français qui mais les être bon partout, c'est compliqué quand même. Être bon tout de suite partout. C'est quand même plus simple de se faire un nom chez soi d'abord. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a d'autres startups qui sont justement dans des pays où ils attirent moins l'attention parce qu'ils ont moins de moyens, mais du coup, ils prennent plus de risques. Ils n'ont pas de marché déjà. Ils n'ont pas de marché. Ils n'ont pas le marché. Son marché, c'est 30 000 personnes. Mais comme ils n'ont rien à perdre, ils osent plus et du coup, ils font plus de licornes. Je suis d'accord avec vous. Vous restez avec nous dans un instant. On parle du Black Friday, Stop ou encore, et de Tesla. Donc 250 000 précommandes pour son pick-up qui fait couler pas mal d'encre. On aime ou on n'aime pas d'ailleurs. Un design quand même très très osé, on va dire ça comme ça. 21h15 dans une seconde. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. L'actu tech vue par nos experts ce soir, Fanny Bouton, Ty Chris, et donc le Black Friday. Là, vous dites stop ou encore on n'en a jamais autant parlé, par les annonceurs, on fait de la radio nous sur BFM, mais depuis 8 jours, de critiques aussi. Alors ça a démarré sur une critique d'Amazon au début, un coup de billard à 2-3 bandes là, une semaine avant Black Friday. Pas très fair, moi je trouve. William Joby tapait sur Amazon, et puis derrière on a embrayé là, il y a 48 heures, Elisabeth Borne sur BFM Business carrément, mais Claudette Chevrillon qui carrément disait voilà, c'est de la surconsommation, on achète des trucs dont on n'a pas besoin, bref. Oui, mais justement, est-ce que c'est la faute des vendeurs ou est-ce que c'est peut-être aux acheteurs d'acheter plus intelligemment ? C'est la question que je me pose. Moi, ça fait plusieurs fois qu'on me dit oui, mais à force, on nous provoque et on a besoin d'acheter moins cher toujours plus.
est-ce qu'on ne peut pas se dire, bah oui, alors il va y avoir le Black Friday, mais pourquoi ne pas consommer intelligemment et faire ses achats tout au même endroit, le même jour? Est-ce que c'est pas plus écolo? Un pull ou un jean qu'on n'a pas mis. Oui, mais bien, on l'a tous fait maintenant. Alors après, il y a une responsabilisation. Depuis quelques mois, on entend plus parler de problèmes d'écologie et tout. Il y a quand même une conscience qui est en train de poindre, qui est... Comme jamais. Comme jamais. On sait qu'on va dans le mur. Des gens. Et donc, c'est vrai, quand on voit encore le Black Friday, qui dure plus d'ailleurs qu'un jour, mais 10 jours, on se dit l'année prochaine, ça va être un mois, alors que ça va l'entendre. C'est des soldes d'un mois avant Noël, c'est pas mal. C'est les soldes, mais voilà, c'est... moi, en tant que consommatrice, je me dis, j'ai besoin de quoi pour les cadeaux de Noël? Qui veut quoi, machin, etc. Je vais payer un peu moins cher, je commande tout. Au lieu de prendre ma voiture et de faire 15 magasins pour tout trouver, je le trouve qu'un seul endroit. Donc c'est Qu'est-ce pratique. que j'ai fait? C'est pratique et ça peut être écologique si c'est raisonné. C'est juste, arrêtons de consommer n'importe comment aussi. C'est comme toute personne qui me dit, ouais, le Nutella, c'est pas bon pour la santé et tout. J'ai des pots de Nutella chez moi, je suis pas obèse. J'en mange quand j'en ai envie de temps en temps, et après je vais faire un peu de sport aussi. C'est comment on se raisonne. Après, bon, il y a tout le problème de l'huile de palme et tout ça, c'est encore d'autres débats. Mais c'est comment moi, en tant que consommateur aussi, je vais me responsabiliser face à tout ce marketing et communication. Bien sûr, les gens, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent vendre et ils veulent nous faire acheter. Est-ce que nous, on doit continuer à être stupide et acheter quand on lui dit d'acheter? Voilà. Moi, c'est plus cette question que j'ai envie de poser. Pas de politique sur BFM Business, mais quand même 2-3 réactions. Et après, je te fais réagir aussi, Taïg. Éric Woerth qui nous dit, donc côté les Républicains, à droite de l'échiquier, président de la commission des finances à l'Assemblée, qui dénonce une polémique inutile. Il dit, voilà, Elisabeth Borne, en tant que ministre, elle aurait mieux fait de se taire sur ce type de sujet. Lui répond aujourd'hui, donc dans le camp quand même, d'Elisabeth Borne, la députée LREM Olivia Grégoire, qui se dit hostile à des mesures contre Black Friday, parce que tu as quand même des députés qui ont dit on va interdire, voire pas criminaliser, mais on pourra faire des amendes, on va dire, que ça pourrait être un délit de communiquer sur des grosses promos, etc. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Donc elle répond, la députée, les Français sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire sur ces sujets-là, à tout interdire. Je ne sais pas exactement quelle civilisation on est en train de bâtir. C'est dans quel camp, toi? Non, mais après, de toutes les façons, toutes les marques et tout le marché, toute cette industrie, ils essayent de trouver. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Avant, c'était Halloween, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils te trouvent des idées, des concepts pour faire acheter les gens. On a vrai que ça a toujours existé. Il y avait les têtes de gondole, le catalogue papier qui n'était pas écolo du tout, qu'on recevait de tous les magasins et de tous les supermarchés dans nos boîtes aux lettres pour avoir toutes les promos de Noël. C'est fini. Mais on les avait. Et à chaque Noël, c'était la foire d'empoigne, à savoir celui qui nous mettrait le catalogue avec le plus de pages pour nous faire venir en magasin. Je trouve que c'est quand même beaucoup d'encre c'est juste une solde. Et si les gens ils ont envie de le faire, de pas le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire. Il y a tellement des problèmes beaucoup plus importants de ce Black Friday ou pas, il n'y a pas besoin d'en faire un fromage, quoi. On va écouter Amazon aussi, qui est quand même pas mal ciblé dans cette affaire. On dit que voilà, c'est pas écolo, les camions qu'on nous fait soi-disant acheter des trucs dont on n'a pas besoin. On prend peut-être aussi un peu les gens pour des pommes. Et puis il y a le fait aussi qu'il y a 8 jours, Mounir Majoubi, l'ex-ministre du numérique, à un temps candidat à la mairie de Paris, nous a dit attention, ils détruisent plus de jobs qu'ils n'en créent. Alors, ils n'arrêtent pas de vous dire Amazon, on crée beaucoup de jobs. En fait, nous, on a estimé un peu comme ça au doigt mouillé, c'était un peu le message de Mounir Majoubi quand tu grattais, qu'ils détruisaient 2 emplois quand ils ont créé un. On écoute le patron de la logistique d'Amazon, qui était tout à l'heure sur BFM Business, au micro de Guillaume Paul et de Karine Vergnol. Ronan donc Bollet, le patron d'Amazon Logistique en France. Je me range derrière les chiffres du ministère de l'économie et la direction générale des entreprises, qui est une émanation du ministère de l'économie, renforcée par l'INSEE d'ailleurs, qui dit que dans tout commerce, depuis entre 2013 et 2016, il y a eu une création de 100 000 emplois et Amazon y a contribué humblement à hauteur d'à peu près 5 000 emplois sur la même période. Donc on est très fiers de ça. Et puis, dans un deuxième temps, je vous dirais qu'on a 22 sites aujourd'hui en France et les politiques locaux avec lesquels nous travaillons depuis quelques années sont très heureux. Bon voilà, le patron de la logistique en France d'Amazon. Bon, c'est des débats, c'est compliqué de trancher, on ne sait jamais. Airbnb, combien ils ont fait fermer d'hôtels. Oui, mais parce que c'est des vases communicants, quoi. C'est quand les voitures à essence sont arrivées, ça fait disparaître les voitures avec les chevaux. Quand les Uber sont arrivés, ça a poussé les taxis dehors. Puis bon, finalement, ça revient un peu dans l'autre sens. Mais c'est un équilibre. Mais c'est des offres et des demandes qui évoluent avec les technologies qui sont existantes. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des gens qui se déplacent moins et peut-être améliorer une logistique pour amener tous ces colis chez les gens et se dire
dire peut-être que c'est à une seule date par mois qu'on se fait livrer. Peut-être rendre ça plus intelligent, mais en zone tout cas... rurale, peut-être plus de drones, etc. pour les petits colis. Mais Oui, mais il y a des logiques à mettre en place sûrement, mais de dire que ça enlève des emplois, je suis pas sûre. Il y a plein d'emplois qui ont disparu dans des usines, etc. et parce dans qu'ils des étaient zones. fragiles, parce qu'ils étaient mauvais aussi parfois. Parce qu'ils étaient, il y a plein de boulots qui veulent plus être faits ou qu'on dit c'est pas sympa de le faire et on les paye pas parce qu'ils sont pas diplômés. Je crois que c'est pas que les emplois, c'est aussi un problème un peu de monopole, c'est-à-dire que le fait qu'avant tous ces emplois étaient gérés par plein de petites sociétés, et ben c'est comme les grandes surfaces. Quand la grande surface est arrivée, tous les petits commerces. Oui. Alors ça fait juste souffrir le charcutier, voilà. les produits frais. Il faut juste arriver à garder suffisamment le maraîcher, la pompe, la station essence. Enfin oui. De concurrence pour que les prix, une fois que on va dire tous les petits. Attention à la concentration. Sont sachant que les prix Amazon, on s'en est rendu compte depuis quelques temps maintenant, mais très souvent, ils sont pas les moins chers. Allez regarder sur Google Shopping, etc. Vous verrez, c'est même parfois les plus chers. Parce que ils n'ont pas le stock, parce que etc. Parce que justement les gens ne regardent même plus, c'est-à-dire qu'avant d'aller ils regardent même plus Google, etc. Ils vont directement, ils utilisent comme moteur de recherche Amazon et ils trouvent leurs produits. Ils voient 24 heures, Amazon Prime, livraison, clac, j'y vais. Voilà, il ne faut pas aller contre l'évolution du monde. Simplement, il faut arriver à balancer quand même pour qu'il n'y ait pas qu'un seul acteur qui maîtrise une position dominante. Il y a ça aussi, il y a aussi un problème, en effet, il parlait de service. Moi, c'est tout bête, j'ai des exemples très concrets. J'habite dans un quartier ultra commerçant de Paris avec une des rues où il y a le plus de boulangeries, de petits commerces, etc. Et la plupart du temps, c'est super sympa d'acheter. On n'a aucune envie d'aller commander sur Amazon. Mais il y avait entre autres une librairie bobo parisienne avec plein de beaux bouquins, etc. Mais je vous assurer que comme c'est chic de faire la gueule, mais moi à la fin, avoir quelqu'un qui me fait la gueule quand je lui commande un bouquin qui coûte une fortune, etc. et que j'ai envie d'avoir un service, un merci, un bonjour, etc. Puis on dit non, ce sera dans 3 semaines et tout. Il y a un moment, je me dis, je l'ai dans 24 heures en cliquant avec 10% en moins. Qu'est-ce que je fais ? Je reste chez moi. Voilà. Donc il y a ça aussi, c'est attention, faut pas oublier que c'est dur pour tout le monde, mais il y a aussi des choses qui sont félicitées. Comme tu dis, regarde, les taxis aujourd'hui vont bien mieux. La G7 était en croissance l'an dernier. Parce qu'ils sont améliorés et que justement les services sont dégradés. Costards, ils fument plus dans les taxis. On est bien accueillis quand les gens se plaignent maintenant des VTC. On est prêt à avoir des fois à payer plus cher pour avoir un service. Et ce service, c'est soit du gain de temps, soit justement un sourire, une bouteille d'eau. C'est bête, mais alors c'est pas dans les moyens de tout le monde. Je suis d'accord. Et il y a plein de gens qui vont dans d'autres. Et ces gens-là, de toute façon, on va pas leur faire changer leurs habitudes. Ils vont continuer à aller dans des supermarchés à bas prix parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter mieux. Mais les gens qui ont les moyens, et il y en a encore beaucoup aussi, ils sont prêts à payer ces services-là et ils vont là où c'est le plus intéressant. Et si c'est pas le plus sympa, c'est là où ça fait gagner le plus de temps. Qualité-prix, évidemment. Tesla, on termine là-dessus, il nous reste 2-3 minutes. Tesla, la 250 000 précommandes pour le pick-up. Alors, qui est génial, qui est horrible, qui est moche, peu importe, on n'est pas dans Automoto, là. Moi, j'étais heureux. C'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin. C'est-à-dire, il ose. C'est pas ça, c'est que tous les constructeurs automobiles nous montrent à chaque fois des voitures qui ont un design mais incroyable, révolutionnaire quand c'est des concept cars. Et à la fin, ils ne sortent jamais. Et les modèles qu'on a, même s'il y a des voitures extrêmement belles... Il y en a qui se lâchent un peu, genre Toyota, etc. Voilà, mais quand tu vois la Golf, la Golf 12 ou 15, je sais pas quoi, à chaque fois tu te demandes, attends, mais qu'est-ce qui a changé par rapport à celle d'avant, quoi. Mais souvent, ils prennent pas trop de risques. La calandre en nid d'abeille. Personne fait vraiment un pas gigantesque. Et là, c'est-à-dire que Elon Musk nous présente quasiment un concept car. Un ovni, un truc pour aller sur Mars, quoi. Exactement, mais il dit ça y est, ça sort et vous pouvez le commander tout de suite. Et donc ça, c'est même presque dommage que ce soit un entrepreneur qui doit faire changer en quelque sorte un petit peu cette industrie. C'est il avait déjà secoué l'industrie en sortant la voiture électrique qui est ultra fonctionnelle, en mettant en plus les brevets à dispo des autres constructeurs. Porsche va peut-être sortir en 2040, finalement ils le sortent là, quoi. Porsche, Panamera électrique là, à 200 000 euros, elle arrive là. Mais voilà, les voitures électriques, il y a eu cette espèce de lobby de l'essence et du diesel et de ces constructeurs qui n'avaient pas envie de se bouger. Il y avait eu des tentatives faites en Inde et dans d'autres pays auparavant aussi dans ce domaine-là, mais sur des plus petits modèles. Bon, le gars, il est arrivé, il a eu un truc qui marche. En effet, quand on est fan de voitures, c'est pas les mêmes finitions que dans une Audi ou que dans une Mercedes, etc. Mais c'est innovant, il y a ce grand écran, il y a l'accélération qui est de dingue. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton, c'est silencieux, quoi. La première fois qu'on roule en Tesla, c'est quand même hyper surprenant. Et puis après, il y a la conduite semi-autonome, etc. Oui, voilà. Alors maintenant, elle est même bridée, mais au début, elle
était pas bridée. Et c'est vrai que quand on a pris l'habitude de la laisser faire, elle conduit quand même déjà vachement super bien sur autoroute ou dans les bouchons. Et ce qui était une de ses faiblesses, en tout cas sur les Tesla, moi je trouvais que voilà, le moteur, toute l'intelligence de la voiture extraordinaire, la seule chose qui était pas bien, c'est le design. On avait l'impression d'avoir, on va dire, une voiture d'un design assez bas de gamme. Japonaise des années 90. Voilà. Moi j'aimais bien le modèle S par exemple. Mais oui, mais il y avait rien, c'était pas, il y avait une technologie révolutionnaire sur un design un peu vieillot. C'était des détails, c'était l'écran, c'était les poignées de porte qui sortent quand on s'approche. Ça, c'est super. Voilà, Vous parlez pas de la même chose. Ouais, mais c'était vraiment l'aspect extérieur visuel comme ça. Et là, on se dit bon bah. Celle-là, elle te plaît là. Celle-là, elle me